Radio J. Radio J. Géopolitique, le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Merci de nous rejoindre pour la deuxième partie de Géopolitique, le MAG. Bonsoir Léa Landman. Bonsoir Steve. Et merci d'être avec nous comme chaque semaine. Et cette semaine, nous parlons avec vous de la Turquie. Ah oui, on va parler de la Turquie et surtout on va poser la question, on se demande quand même si la Turquie remplace l'Iran dans la géopolitique du Moyen-Orient. Est-ce qu'on peut s'attendre à un axe néo-ottoman sunnite, un axe de résistance à la résistance? J'en ai plein d'autres si vous voulez. Je vous fais pas attendre, je ne sais pas. J'espère qu'on sera un peu plus éclairé malgré tout à la fin de la chronique. On sera plus éclairé, mais je ne pense pas qu'il y ait une réponse claire. Mais quand même, les process de la Turquie maintenant avec des différents pays en Afrique, en Afrique du Nord surtout, en Méditerranée, dans le Caucase, c'est intéressant. On va tout de suite se plonger dans ces relations bilatérales pour essayer de comprendre un peu comment la Turquie voit son rôle maintenant. Je vous dis à l'avance, comme ça on ne refait pas après. Je me base sur des analyses de Galia Lindenstrauss et Carmit Valenci de l'INSS, donc le think tank israélien, de Hassan Hassan pour The Guardian, qui a fait un très bon article sur les relations bilatérales turques, et sur des analyses du Middle East Forum, qui est un think tank américain. Et on démarre avec la Syrie. Bien sûr. Ankara joue donc un rôle clé en soutenant les rebelles dans le nord, on le sait, dans le nord-ouest de la Syrie, grâce à des renseignements en appui politique et à une relative stabilité où on essaye de stabiliser plutôt. Cette stratégie affaiblit l'influence de l'Iran, limitée par les frappes israéliennes, et marginalise la Russie, focalisée donc sur la guerre en Ukraine, tout en renforçant la position régionale de la Turquie. On en a parlé, la Turquie, la grande gagnante en Syrie, etc. Avec quand même pour objectif premier d'affaiblir l'autonomie kurde et de rapatrier les réfugiés syriens. Donc deux gros objectifs, mais les Kurdes, c'est quand même le principal. Négociation qui n'avait pas abouti à l'époque entre Ankara et Bachar el-Assad. Exactement. On se rappelle quand même qu'une des raisons pour laquelle Erdogan a soutenu les rebelles, c'est parce qu'il essayait de se réconcilier avec Assad. Assad lui a dit, lui répondait même pas en fait. Donc on connaît la suite des événements. Donc pour ça, Ankara s'appuie sur des forces armées comme l'armée nationale syrienne, prévoit un rôle central dans la reconstruction, la formation militaire et les accords stratégiques avec un éventuel gouvernement sunnite en Syrie, tout en maintenant une présence militaire sur le terrain, c'est hyper important. Il faut savoir que la Turquie cherche à empêcher l'autonomie kurde à sa frontière en affaiblissant le parti de l'Union démocratique, donc ce qu'on appelle le PYD, le PYD, qui est la branche syrienne du Parti des travailleurs du Kurdistan, par des opérations militaires et le soutien à des groupes rebelles comme l'armée nationale syrienne. Ankara vise également à exploiter les ressources pétrolières du nord-est syrien, parce qu'évidemment, Steve, on parle quand même de pétrole, contrôlé par les Kurdes. Ce qui avait justifié d'ailleurs le maintien par Trump lors de son premier mandat des troupes américaines. Exactement, n'oublions pas le pétrole. Donc tout ça, c'est pour affaiblir l'administration kurde, évidemment, promouvoir un régime central aligné sur des intérêts et renforcer sa position de puissance régionale. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça, Erdogan coopère avec des forces turques en Irak, qui sont, elles, contre ces forces turques en Syrie. Un jour, on en parlera de toute cette... On reste un peu en Irak, justement, chez le voisin. On part en Irak. La Turquie étend son influence en Irak en capitalisant sur son succès donc en Syrie. Elle cible le PKK, comme on l'a dit pour la Syrie, via une présence militaire dans le nord de l'Irak, en collaborant avec les Kurdes irakiens. Donc tout ça, c'est vraiment pour essayer de limiter, affaiblir... et la présence kurde et la présence iranienne. Parce que maintenant, on a quelques clashs à la frontière, pas des clashs physiques, mais ça bouge beaucoup entre l'Iran et la Turquie. Les tons montent, etc. Et ces efforts, surtout, on le voit à chaque moment, et en Syrie et en Irak, renforcent sa position régionale. Mais on n'oublie pas que, comme on va voir avec tous les autres pays, les relations, elles restent toujours très complexes, très malléables, elles bougent beaucoup, elles sont dynamiques. Donc un jour c'est oui, un jour c'est non, mais donc rien n'est définitif dans cette analyse. Turquie, Afrique et Méditerranée, ça c'est vraiment un des points les plus intéressants, je trouve. La Turquie renforce son influence en Afrique et en Méditerranée depuis 2017 par des interventions stratégiques. En Afrique, elle établit une base militaire en Somalie. Ça, c'est déjà une première fois en 2017. Elle joue un rôle de médiateur régional et explose des hydrocarbures au large des côtes somaliennes en 2024. Donc, la Turquie, médiateur régional. Intéressant. En Méditerranée, elle soutient militairement le gouvernement d'union nationale libyen dès 2019, inversant le cours du conflit en 2020.
tout en signant des accords maritimes pour renforcer son rôle dans les dynamiques énergétiques. Dans la Méditerranée orientale, Ankara poursuit une politique active de revendication maritime. Là, il y a eu des clashs avec la France, par exemple. Cherchant à sécuriser des droits d'exploration gazière et à imposer sa présence face à des adversaires comme la Grèce et Chypre. Et on rajoutera Israël, puisqu'il y avait toute une alliance qui devait être mise en place. Que la Turquie, contre laquelle la Turquie s'est beaucoup élevée. Turquie, Afghanistan et Caucase. En Afghanistan, la Turquie a maintenu des relations diplomatiques avec les talibans après leur prise de pouvoir en 2021. Ankara était l'un des rares membres de l'OTAN quand même à conserver une présence diplomatique à Kaboul, cherchant à jouer un rôle dans la reconstruction du pays et renforcer sa position stratégique à l'est de l'Iran. Alors cette histoire de reconstruction, je fais une petite parenthèse parce qu'on en parle presque à chaque paragraphe de relations bilatérales. C'est d'ailleurs l'un des enjeux des discussions à l'époque entre la Syrie d'Assad et la Turquie d'Erdogan. Exactement, mais surtout je voulais vous ramener à Gaza. Une des raisons pour laquelle Erdogan voulait faire partie des négociations, c'est qu'il a tout de suite senti qu'il ne faisait pas partie des négociations. Donc toute cette reconstruction qui va être faite, qui va être donnée à des boîtes, à des compagnies privées, lui, il a de la famille et des gens auxquels il est redevable en Turquie, qui ont des grosses compagnies de construction. Il veut leur donner des contrats. Donc ça, c'est aussi c'est un peu comme les Chinois, en fait. C'est un peu un leitmotiv dans ces relations. On continue. Avec une autre puissance de l'islam sunnite, l'Arabie Saoudite. Oui, juste je rajoute que évidemment la Turquie a soutenu militairement l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. Voilà, pour terminer le Caucase joliment. Et l'Arabie Saoudite. Bon, la Turquie, avec ses politiques islamistes sunnites, conteste le leadership traditionnel de l'Arabie Saoudite. Contrairement à l'Iran, Ankara soutient directement des forces sunnites locales pour renforcer sa position de puissance sunnite, en fait. Cette rivalité s'est manifestée au Liban, dans les Balkans occidentaux et dans d'autres régions où les deux nations cherchent à étendre leur influence. Bien que des tensions aient marqué leurs relations, notamment après l'affaire Khashoggi en 2018, des efforts de rapprochement ont été observés depuis 2022. C'est-à-dire que ces deux grandes puissances qui ne sont pas complètement folles et qui n'ont aucun intérêt à clasher. Mais on n'oublie pas, la Turquie, soutien des frères musulmans, l'Arabie Saoudite, grand ennemi. Okay, ça aussi, ça fait on partie vu notamment des là aussi sur le terrain syrien. Bien sûr. Et Et en Europe aussi. Ça fait partie vraiment d'un des points de clash entre les deux. On termine avec le Qatar, Léa ? Oui, on est obligé de dire un petit mot sur le Qatar parce que qui mérite d'ailleurs une chronique à part entière. On le fera un jour. On le note. Ouais. Les deux États entretiennent une alliance stratégique fondée sur leur soutien commun aux frères musulmans, au Hamas et à l'opposition syrienne à l'époque. En Syrie, enfin maintenant les rebelles quoi. En Syrie, ils ont financé et soutenu les rebelles contre le régime d'Assad, souvent en appuyant des groupes islamistes. Leur coopération reflète une vision partagée de la région, en opposition à des puissances comme l'Arabie Saoudite, l'Égypte et les Émirats Arabes Unis, même si le Qatar reste un peu en retrait en Syrie. Elle est là, sa présence est là. Pour les Émiratis, par exemple, la grande menace, c'est quand même la Turquie et le Qatar par rapport aux frères musulmans. On n'oublie pas, c'est présent, c'est tout le temps là. Pour terminer, il y a aussi des questions de politique interne, finalement. Oui, c'est interne quelque part, mais en fait, ça sort bien au-delà. Mais bien sûr, mais au-delà des frontières. On se rappelle très bien que Al Jazeera était un des premiers à fomenter les tensions internes pendant le printemps arabe. Pour terminer, un article du Middle East Forum qui analyse les efforts de la Turquie pour remodeler le nord de Chypre, notamment à travers des projets symboliques comme un des complexes à Nicosie, perçu comme une affirmation de souveraineté turque. Ces initiatives, critiquées pour leur coût, leur impact sur l'identité culturelle et le risque d'islamisation, ont provoqué des manifestations en raison de tensions économiques et de litiges fonciers. Alors l'article, c'est un think tank américain, on ne l'oublie pas, appelle les États-Unis et l'Europe à contrer les ambitions révisionnistes de la Turquie qui s'inscrivent dans une stratégie globale observée également en mer Égée, en Syrie et en Arménie. Toujours le Middle East Forum fait un topo un peu sur les ambitions nucléaires de la Turquie. L'article met en garde contre les ambitions nucléaires croissantes de la Turquie, suggérant que Erdogan pourrait poursuivre un programme clandestin similaire à celui de l'Iran. La centrale d'Akuyu, construite par la Russie, elle doit être opérationnelle cette année, suscite des inquiétudes malgré des assurances d'Ankara et de Moscou. Mais le problème, c'est que la parole d'Ankara et de Moscou, elle vaut pas grand-chose. Donc une fois que la centrale est mise en place et fonctionnelle, on ne sait pas en fait jusqu'à où Erdogan ira. Même si la Turquie est signataire du TNP ? Oui, mais je ne sais pas. Pas qu'on verra, moi non plus. Oui, je vais vérifier. Je ne sais pas.
Erdogan a évoqué l'aspiration de la Turquie à posséder des armes nucléaires, ce qui, combiné à son appartenance à l'OTAN, complique les réponses internationales, surtout que la Turquie pourrait utiliser l'OTAN comme bouclier. L'article 6 de l'OTAN dit quand même une attaque sur un pays de l'OTAN est une attaque sur l'OTAN en général, et ça ne sera pas aussi facile que d'attaquer, facile entre guillemets, que d'attaquer l'Iran. La Turquie a bien adhéré au TNP en 80. Voilà. D'accord. Parfait. Donc, c'est bien de l'avoir précisé. Ce qui veut dire qu'en fait, on rentre dans une grande période d'expansion turque, ça c'est sûr. Oui. Mais on peut penser quand même qu'il y a... Enfin, l'OTAN, les négociations avec l'Union européenne, on sait que ça ne va pas arriver, mais c'est quand même en cours. Elles ne sont pas arrêtées. La Turquie rempart contre l'immigration. On va voir un peu comme ça. Alors, je ne sais pas si elle est incontournable ou on en a fait un État incontournable. C'est un peu l'œuf et la poule, comme on a fait avec l'Iran en Irak il y a 20 ans. Mais la position de la Turquie, en tout cas, est vraiment intéressante et on a l'impression que pour l'instant, elle remplace dans l'imaginaire des gens. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une conversation avec des experts sur le Moyen-Orient, ils vont parler 20 minutes de la Turquie, ils vont se rappeler « Oh, on n'a pas parlé de l'Iran ». Impensable il y a 2 mois encore. Merci beaucoup Léa Landman d'avoir été avec Steve. nous. On peut vous réécouter notamment sur notre chaîne YouTube. Bonne soirée et Bonne soirée. à jeudi prochain. À la semaine prochaine.